la dynamique des écosystèmes. Dans cette séquence, on va voir la mise en place d'un écosystème en revenant toujours sur le cas de la forêt tempérée, comme on peut la trouver en France métropolitaine. Et ensuite, on verra comment cet écosystème un peu particulier peut évoluer au cours du temps, en particulier en dehors de toute intervention humaine. Alors, je vais m'intéresser à la forêt tempérée, mais ce serait un petit peu le même principe pour n'importe quel écosystème. Je vous rappelle qu'un écosystème, c'est un milieu naturel peuplé d'êtres vivants et caractérisé par des conditions physico-chimiques qui lui sont particulières. Alors, ici, on va voir à différents stades comment est peuplée petit à petit la forêt tempérée, puis on verra ce qui peut arriver une fois qu'elle est entièrement peuplée. Il faut bien avoir en tête que la dynamique d'un écosystème, c'est son évolution à long terme, et sa mise en place est déjà assez longue à l'échelle d'une vie humaine. Il faut plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années pour qu'on arrive à un état d'équilibre, on pourrait dire, et on va voir que cet équilibre, bien sûr, est dynamique. Alors, si on part d'un sol qui est presque nu, le premier stade pour la mise en place de notre forêt va durer à peu près 2 ans et c'est le stade au cours duquel vont se développer de petites espèces au ras du sol. Alors je vais m'intéresser surtout dans cette évolution à la mise en place de la population végétale, mais bien évidemment la population animale et le reste des êtres vivants, les bactéries, etc. va évoluer aussi au cours du temps. Dans ce premier stade, on va avoir par exemple des lichens, vous savez ces associations dont on a parlé dans d'autres séquences qui sont entre une algue et un champignon, des mousses. Donc tout ça, ça correspond à des petites surfaces, enfin des petites épaisseurs surtout. On appelle cela le stade mucinal. Mucinal fait référence aux mousses et herbacées. Donc à ce moment-là, il n'y a pas du tout de forêt. On met en place un couvert végétal qui se trouve au ras du sol. Dans les années qui vont suivre, dans les premières dizaines d'années d'évolution de cet écosystème, on va passer à ce qu'on appelle le stade 2, vont apparaître des espèces un petit peu plus hautes, des buissons, des arbustes, on pourra parler d'espèces arbustives, donc des buissons, des espèces de plantes à fleurs comme la calune, la bruyère, le genêt, puis les premiers arbres. Le saule, le bouleau, le peuplier en sont des exemples, il peut y en avoir d'autres dans notre forêt tempérée. On parle alors de stade des pionniers. Vous comprenez bien qu'il y a en fait un peuplement progressif et ces premières espèces, en particulier les premiers arbres, sont appelés donc les arbres pionniers. Puis, on va passer au stade 3. Cette fois-ci, on est au-delà de 50 ans d'existence de notre écosystème, relativement stable en termes de conditions physico-chimiques et notamment en termes de climat. Donc, si le climat perdure, on va dire, autour de 70 ans à peu près d'existence, on va avoir de nouvelles espèces d'arbres qui vont pousser. Les ormes, les frênes, le chêne dont on a beaucoup parlé dans d'autres séquences, on passe au stade forestier initial puisqu'à ce moment-là, on va pouvoir commencer à dire que ça ressemble à une forêt. C'est-à-dire que la densité d'arbres sur une surface donnée sera suffisamment importante pour qu'on puisse commencer à l'appeler forêt. Donc on sera au stade forestier initial et on dit aussi que c'est le stade post-pionnier puisque ce sont des espèces d'arbres qui arrivent après les premières populations. À ce moment-là, au stade 2 et au stade 3, les espèces qui s'installent sont les espèces héliophiles, c'est-à-dire qui aiment le soleil. Ce sont des espèces qui ont besoin de beaucoup de lumière pour se développer. Au contraire des espèces qui vont ensuite apparaître à partir du stade 4, donc là on est autour de 100 ans et plus d'existence de notre forêt tempérée, vont apparaître à ce moment-là, ou en tout cas vont prendre le dessus, puisqu'elles pouvaient apparaître auparavant, le hêtre, le sapin, l'épicéa, éventuellement l'if. Ce sont des espèces qui, cette fois-ci, supportent assez bien l'ombre. On avait évoqué dans une autre séquence le hêtre qui, au contraire du chêne, se contentait de moins de lumière, de moins de soleil. Ces espèces-là, vous le comprenez bien, vont pouvoir persister et vont même prendre le dessus lorsque la forêt sera suffisamment dense pour qu'il n'y ait plus autant de lumière disponible pour chaque individu. Ce sont des espèces qui vont apparaître donc à ce moment-là et qu'on appelle les dryades ou encore les espèces sciaphiles. Sciaphiles signifiant qui supportent l'ombre, au contraire de tout à l'heure, les héliophiles. Les espèces qui étaient apparues auparavant ne vont pas disparaître totalement, mais elles ne sont plus les espèces dominantes. C'est-à-dire qu'en termes de concentration d'individus, de nombre d'arbres qu'on peut trouver de chaque espèce, eh bien ce sont les dryades qui vont prendre le dessus dans la forêt au stade 4. À ce moment-là, on a atteint une sorte d'équilibre. On va voir que cet équilibre n'est pas constant, n'est pas forcément stable, mais on parle de climax. Le climax, c'est le moment où la forêt a atteint son stade, on pourrait dire, final. C'est le stade de développement maximal. À partir de là, que va-t-il se passer? Sans intervention humaine, si nous ne sommes pas dans une forêt qui est exploitée et où l'homme coupe
pour l'utiliser, le bois, et pour le récupérer. Alors sans intervention humaine, forcément les arbres dans leur ensemble vont subir d'abord leur croissance, puis ils vont mourir. À leur mort, quand ce sont des grands arbres, ils vont s'effondrer et cela va provoquer la mise en place de ce qu'on appelle des trouées, c'est-à-dire des zones où la lumière va pouvoir passer et où de jeunes arbres vont pouvoir repousser. Et évidemment, s'il y a de la lumière, on va pouvoir revenir à des espèces héliophiles. C'est-à-dire qu'on va revenir en arrière, au stade 3, au stade 2 et éventuellement au stade 1, ce qui est plus rare, et que les espèces qui aiment plus la lumière, les espèces héliophiles, vont pouvoir à nouveau se développer. Donc cet équilibre, il est dynamique puisque sans arrêt, on revient au stade 4, puis on revient au fil des années ou des dizaines d'années au stade 3 et au stade 2 à certains endroits de la forêt. Bien évidemment, ça concerne de petites zones, ce qu'on appelle donc les trouées, et non pas l'ensemble de l'écosystème sur lequel on est en train de travailler. Donc ça, c'est ce qui se passe sans intervention humaine. Je laisse un petit peu de côté l'exploitation de la forêt par l'homme dans cette séquence, on y reviendra dans d'autres vidéos. Par ailleurs, dernière chose à savoir, au cours de cette évolution, il y a bien évidemment une augmentation importante à chaque stade de la biodiversité, animale, végétale, de bactéries, de champignons, etc. Donc une augmentation aussi importante de la biomasse, c'est-à-dire de l'ensemble des êtres vivants présents, et une augmentation ici en termes d'épaisseur et de qualité du sol. Le sol étant, je vous rappelle, cette matière organique et minérale, ce mélange de matière organique et de minérale qui se trouve donc à la surface. Donc cette augmentation de biodiversité, de biomasse et de sol va arriver à un état d'équilibre, le climax, mais ensuite, au-delà de cette régulation dont j'ai parlé, il peut y avoir des perturbations. Alors, cet équilibre dynamique peut être perturbé. On va parler de perturbation lorsqu'un événement important en termes de surface ou en termes d'espèces va venir modifier l'écosystème qui était à son climax. Alors, qu'est-ce que vous pouvez avoir étudié comme type de perturbation? Une perturbation, elle peut être causée par exemple par un insecte ou par l'ensemble des parasites. J'ai choisi ici de vous présenter l'Ips, qui fait partie de la famille des scolites. Cet Ips, c'est un insecte xylophage. C'est un petit insecte qui fait entre 2 et 7 mm. Xylophage veut dire qu'il se nourrit du bois. Il peut faire des galeries dans le bois. Vous en avez ici un exemple de bois complètement creusé par l'Ips. En temps normal, l'Ips se nourrit du bois mort, donc des troncs qui peuvent être au sol. Mais si pour des raisons particulières, par exemple climatiques, les populations d'Ips augmentent beaucoup. Ou si les arbres sont fragilisés, ils peuvent en venir à manger en fait les arbres vivants. Et ça peut faire des dégâts importants dans une forêt. Donc ça peut être des insectes ravageurs. Vous avez ici un exemple d'une forêt qui a été ravagée donc, par des insectes. Les perturbations peuvent être aussi non liées à des facteurs biotiques aux êtres vivants, mais plutôt liées au climat. Ici, vous avez par exemple une forêt ravagée par une tempête, une grosse tempête de type ouragan. Et puis enfin, il faut évoquer le cas des incendies, ces feux de forêt qui ravagent bien entendu nos forêts, qu'on soit en milieu tempéré ou bien dans des forêts tropicales. Alors il y a des feux de surface, il y a des feux qui se trouvent plutôt aux cimes, qui sont les feux qui se propagent le plus vite et qui font le plus de ravages. Ces feux peuvent avoir des causes humaines, mais également des causes climatiques, ou des causes autres non identifiées, on va dire, puisque la forêt est par définition un milieu plutôt humide, mais qui peut prendre feu et qui peut se voir détruite en petite ou en majeure partie. Alors, comment la forêt réagit-elle ensuite? Comment l'écosystème va-t-il évoluer à la suite de cette perturbation? Eh bien, plusieurs possibilités. Si la perturbation n'a pas tout détruit, il peut y avoir ce qu'on appelle une résilience, c'est-à-dire une auto-régénération. Ce mot, il faut que vous le connaissiez. La résilience, c'est la capacité pour un écosystème à revenir à un état petit à petit d'équilibre, en repassant éventuellement par différents stades de développement en fonction de la quantité d'animaux, de végétaux, etc. qui ont été détruits au moment de la perturbation. Donc la résilience, c'est une auto-remise en place, on pourrait dire, en passant par ces différents stades pour revenir vers l'état climatique, l'état de climax. Cette résilience, pour la forêt, elle est relativement bonne, c'est-à-dire que la forêt se régénère bien en général suite à une perturbation, en particulier suite aux feux, aux incendies de forêt, mais cette résilience, elle dépend de la biodiversité. Plus la biodiversité était importante, plus la biomasse était importante, plus la résilience sera possible. On pourra revenir vers un état d'équilibre. Dans les écosystèmes qui sont appauvris, en particulier les systèmes qui sont exploités par l'homme, la résilience est bien moins importante.
Cette résilience, elle permet donc de revenir vers un état climatique pour une forêt à la suite d'un incendie par exemple. Bien sûr, ça ne se fera pas en quelques jours ni en quelques mois, donc en quelques années, voire dizaines d'années, on va revenir vers une forêt à peu près équivalente à ce qu'on avait auparavant. Néanmoins, la perturbation peut être trop intense ou alors trop fréquente. Si des incendies se déclarent dans une même forêt tous les ans, même si la surface détruite n'est pas très importante la première, la deuxième, la troisième année, eh bien la régénération n'est évidemment pas possible. Et donc si l'écosystème, c'est valable en forêt mais aussi ailleurs, subit trop de perturbations, eh bien on va évoluer vers un nouvel écosystème. Une forêt ne peut pas se régénérer à l'infini, je dirais. Et donc on va évoluer vers un nouvel état, peut-être un nouvel état d'équilibre, un nouveau climax, mais qui sera différent. Et par exemple, une forêt peut évoluer, si elle a subi trop de perturbations, vers un nouvel état, un nouvel écosystème, qui peut être par exemple une lande, des landes à lichen, donc quelque chose où la végétation sera plus basse et aussi moins diversifiée, finalement qui ressemblera un petit peu à ce qu'on avait au stade 1, mais qui ne sera plus capable d'évoluer vers les stades 2, 3 et 4. Ou bien encore, selon le climat, selon la zone, on peut évoluer vers un nouveau paysage qui ressemblerait un petit peu à une savane. Donc finalement, un paysage plus pauvre, plus sec, plus aride, et une biodiversité moins importante que dans la forêt tempérée.